Depuis toujours, l'être humain redoute ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne peut pas expliquer, ce qu'il ne peut pas contrôler. Quand la raison échoue, la peur prend le relais. Et c'est dans cet espace, entre le réel et l'inconnu, que naissent les légendes, les monstres, et les histoires les plus troublantes. La série American Horror Story a toujours puisé son horreur dans une chose bien réelle, nos peurs les plus humaines. American Horror Story Double Feature explore justement cette frontière. Et si le talent, la création et la réussite avaient un prix? Et si, pour atteindre le génie, il fallait renoncer à son humanité? Une saison un peu particulière car divisée en deux parties distinctes. Une saison si riche que je vais développer ce récit en deux parties. Alors si je vous racontais les histoires vraies derrière Red Tide, la première partie de cette saison, ça vous intéresse ? La première partie de American Horror Story Double Feature, intitulée Red Tide, nous plonge dans une petite ville côtière du Massachusetts, Provincetown, un lieu aussi calme qu'étrange, balayé par le vent, où les secrets se cachent derrière chaque porte. Un écrivain en manque d'inspiration, Harry Gardner, s'y installe avec sa femme enceinte, Doris, et leur fille Alma, dans l'espoir de retrouver la créativité qui lui échappe. Mais dès leur arrivée, quelque chose semble anormal. Les habitants sont étranges, les rues désertes, et la mer semble dissimuler plus que des vagues. C'est alors que Harry rencontre deux artistes locaux, Belle Noire et Austin Somers, qui lui proposent une mystérieuse pilule noire, une simple gélule qui, selon eux, libère tout le talent enfoui en soi. Tout d'abord sceptique, Harry finit par céder, et bientôt son écriture devient fulgurante. Les mots jaillissent, les idées s'enchaînent. Il est enfin le génie qu'il rêvait d'être. Mais chaque don a son prix. Car la pilule ne fonctionne pas que sur ceux qui possèdent un vrai talent. Chez les autres, ceux qui n'ont pas un talent inné, elle détruit l'esprit, dévore l'humanité et transforme les corps. Bientôt, Harry découvre le revers du miracle, une soif incontrôlable de sang humain. Et à Provincetown, il n'est pas le seul. La ville entière semble peuplée de créatures pâles, sans cheveux, errant la nuit à la recherche de proies. Entre la gloire et la monstruosité, Harry doit choisir jusqu'où il est prêt à aller pour garder son talent. Mais ce qui rend Red Tide encore plus troublant, c'est que la ville où elle se déroule, Provincetown, existe réellement. Une petite station balnéaire, nichée à l'extrémité de Cape Cod, au Massachusetts. Un lieu paisible en apparence, mais chargé d'histoires étranges, de disparitions et de légendes locales. Un décor parfait pour une fiction, ou peut-être simplement pour révéler la part sombre du réel. L'histoire de Provincetown commence bien avant les cartes et les colonies. Les premiers habitants de la région étaient des tribus amérindiennes, qui vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette sur ce littoral riche et varié. En 1602, l'explorateur anglais Bartholomew Gosnold nomme la région Cape Cod, en référence aux nombreuses morues qui y pêchent. Mais c'est en 1620 que Provincetown entre dans l'histoire avec un grand H. Le navire Mayflower jette l'ancre dans son port naturel. C'est ici, avant même de mettre pied à terre à Plymouth, que les pèlerins signent le Mayflower Compact, premier document de gouvernement autonome dans les colonies américaines. La ville est officiellement incorporée en 1727 et devient un port de pêche actif. Au XIXe siècle, Provincetown se tourne vers la pêche à la baleine et attire une grande population d'immigrés portugais. Et cette communauté reste encore très présente dans l'identité de la ville. Mais Provincetown ne se résume pas à son port. Dès la fin du XIXe siècle, elle devient un refuge pour artistes. Le peintre Charles W. Hawthorne fonde en 1899 la première école de peinture en plein air des États-Unis. Dans les décennies suivantes, la ville attire des figures comme Tennessee Williams, Jackson Pollock ou encore Norman Mailer. Elle devient un foyer de création et de liberté, notamment pour la communauté LGBT, qui y trouve un espace d'expression unique, loin des contraintes des grandes villes. Aujourd'hui encore, Provincetown reste une destination artistique festive, avec une population permanente réduite, mais un afflux massif de touristes durant l'été. Voilà donc très globalement l'histoire de la ville. Cependant, Provincetown cache quelques légendes et mystères. Dans la série, on voit des artistes venus chercher l'inspiration à Provincetown, et il est très fort probable que cela a été le cas à plusieurs reprises dans la vraie vie. En effet, une légende court à propos d'un peintre ayant posé ses valises dans la ville,
Mais celle-ci, au lieu de l'inspirer, va le hanter. Laissez-moi vous parler de Nathaniel Drew. Selon les récits locaux, Nathaniel Drew aurait été un peintre solitaire, venu s'installer à Provincetown dans les années 20, attiré par la lumière si particulière des dunes et l'isolement hivernal de la ville. Il aurait vécu seul, dans une maison en bois, située près des dunes, s'isolant du reste de la communauté pendant des mois. Drew était décrit comme un homme discret, voire mutique, obsédé par son art et obsédé par le mouvement du sable des dunes. Il peignait exclusivement des dunes, mais pas de manière réaliste. Dans ses toiles, les dunes semblaient vivantes, comme si elles respiraient, comme si elles se pliaient ou prenaient la forme de visages tordus, prenaient la forme de mains ou de silhouettes fantomatiques. L'histoire prend un tournant inquiétant lorsqu'on raconte que, vers la fin d'un hiver particulièrement rude, Drew a commencé à tenir un journal dans lequel il racontait que les dunes commençaient à lui parler. Et pas de manière figurée, il expliquait que le sable lui murmurait des choses, qu'il sentait sa maison bouger, comme si elle glissait doucement vers la mer, tirée par une force invisible. Il disait aussi avoir vu, dans les tempêtes de neige, des formes humaines rampantes, faites de sable, d'algues et de fragments de coquillages, l'observant à travers les vitres. Un matin, Nathaniel Drew a disparu. Sa maison fut retrouvée vide, intacte, le feu encore tiède dans la cheminée. Aucune trace de lutte, aucun message. Seules restaient 8 toiles alignées sur les murs. Toutes représentaient la même dune, à différents moments de la journée. Sauf que sur la dernière toile, au lieu du sable, il y avait une bouche béante, dessinée dans l'ombre, comme si la dune elle-même s'ouvrait pour avaler quelque chose. Les tableaux furent récupérés par un marchand local, et certains seraient accrochés aujourd'hui dans des galeries privées de Provincetown. La rumeur dit que ceux qui possèdent les toiles entendent les bruissements du sable durant la nuit, ou qu'ils trouvent inexplicablement du sable sur leur plancher, et ce même à des centaines de kilomètres de la mer. Pour être honnête, il n'existe aucun enregistrement officiel d'un artiste appelé Nathaniel Drew, du moins pas dans les archives publiques. Mais le bouche à oreille, les témoignages d'artistes locaux et quelques croquis anonymes retrouvés dans des marchés aux puces continuent d'entretenir la légende. À travers l'histoire trouble de Nathaniel Drew, Provincetown nous montre comment l'isolement, l'ambition et les démons intérieurs peuvent se transformer en malédiction. Mais cette idée n'est pas propre à la côte du Massachusetts. Elle traverse les siècles, les océans et même la fiction. Dans American Horror Story, Provincetown devient le théâtre d'un pacte sanglant entre l'inspiration et la damnation. Des artistes y débarquent, en quête de génie, et finissent par boire bien plus que du vin rouge. Car derrière chaque chef-d'œuvre, il y avait un prix à payer. Une dose de souffrance, une goutte de sang. Cette figure de l'artiste maudit, rongé par son propre fou créatif, hante notre imaginaire depuis longtemps. Et parfois, cette noirceur prend une forme bien plus concrète. Un pacte, une promesse, une route prise à minuit. Ces personnages de la série, en quête de perfection, prêts à signer un pacte avec le mal, et ce pour atteindre l'excellence, puisent son inspiration dans des artistes bien réels, et un en particulier. Celle d'un jeune bluesman qui, dit-on, aurait vendu son âme au diable, au croisement de 2 routes du Mississippi. L'histoire de Robert Johnson commence là, et elle va hanter l'histoire de la musique pour toujours. Robert Leroy Johnson naît vraisemblablement le 8 mai 1911, à Hazelhurst, dans le Mississippi. Sa mère s'appelle Julia Dodds. Son père biologique est généralement identifié comme Noah Johnson. Mais la situation familiale est compliquée. Julia était mariée à Charles Dodds, et l'affiliation de Robert ne suit pas le schéma d'un simple foyer stable. La date exacte et certains détails de sa naissance restent incertains, car aucun acte de naissance définitif n'a été trouvé, ce qui est fréquent pour beaucoup d'enfants nés dans le sud rural afro-américain à cette époque. Très tôt, la vie de Robert est marquée par la mobilité et la précarité. Encore bébé, il accompagne sa mère qui travaille comme saisonnière. Ils vivent dans les camps de travailleurs agricoles. Puis Julia s'installe à Memphis. Et ces années à Memphis sont très importantes pour Robert. C'est là qu'il se découvre une passion pour la musique. Mais alors une vraie passion. Vous voyez, moi ma passion, c'est les gens qui s'abonnent. Sur le plan musical, plusieurs rencontres et influences sont majeures dans sa vie. Car très jeune, il s'intéresse à la musique populaire, au chant religieux et au blues rural. Et il pratique d'abord l'harmonica, puis la guimbarde, avant de se tourner principalement vers la guitare. Et 2 figures locales reviennent constamment dans ses biographies, Charlie Patton et Willie Brown, qui lui enseigneront les rudiments de la musique. Bien que Johnson ne soit pas remarqué par son talent,
il est même relativement moyen, ces rencontres éveillent chez lui l'ambition de progresser. Robert commence à fréquenter des artistes, fasciné par leur jeu de guitare et leur charisme. Mais selon les témoignages, le jeune Robert n'était pas encore très doué. Il jouait dans son coin pendant que les autres se produisaient, et ses tentatives étaient parfois maladroites. Pour autant, il était déjà obsédé par l'instrument. Il cherche à comprendre comment reproduire ces sons puissants et expressifs. Ce qu'il n'a pas en technique, il le compense en passion et persévérance. Sa musique de cette période est rudimentaire, mais révélatrice. Il mélange les styles populaires du moment, le country blues du Delta, le ragtime, et même des airs plus légers inspirés des danses urbaines. Robert n'a pas encore trouvé sa voix, ni son jeu distinctif, mais il a déjà cette oreille exceptionnelle qui lui permettra plus tard d'assimiler des influences et de les transformer. Vers la fin des années 20, il se produit parfois dans les rues ou pour des petites fêtes, souvent pour quelques pièces. Ce n'est pas encore une carrière, mais plutôt une manière de vivre et d'exister. Le jeune Robert est déjà décrit par ceux qui l'ont connu comme charmeur, rêveur et un peu marginal, préférant la musique aux travaux agricoles. Et c'est durant cette période qu'il va faire la rencontre de Virginia Travis, une jeune femme d'à peine 16 ans. Elle est issue d'une famille religieuse, et le mariage se fait très rapidement, malgré l'opposition des proches de la jeune fille. Robert, lui, est décrit comme un garçon doux, travailleur mais rêveur. Il joue déjà un peu de guitare, sans être un grand musicien. Et le couple s'installe près de Robinsonville. Et pour la première fois, Johnson semble mener une vie stable. Il travaille ponctuellement dans les champs, mais garde toujours sa guitare à portée de main. Pour ses proches, cette période est celle d'un équilibre fragile. Il est amoureux, apaisé, mais déjà partagé entre la vie familiale et l'appel de la musique. Entre 1930 et 1931, Virginia tombe enceinte, et elle retourne vivre chez ses parents pour accoucher. Robert, lui, se déplace pour travailler et jouer dans les environs. Mais le drame survient brutalement. Virginia meurt en couche, en donnant naissance à leur enfant qui ne survivra pas. Les circonstances précises restent floues, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que cette mort a profondément marqué Johnson. Selon plusieurs témoignages, la famille de Virginia et les voisins ont accusé Robert d'avoir attiré la colère divine. Pourquoi ? Parce qu'il jouait de la musique profane, du blues. Dans une communauté très croyante, pour eux, le blues était la musique du diable. Après la mort de sa femme, Robert Johnson est brisé. Il quitte la région et disparaît presque totalement et brutalement des radars. Et c'est à partir de ce moment-là que sa personnalité va changer. Après la mort de sa femme, il disparaît de la scène publique, pendant plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2, laissant derrière lui les champs du Mississippi et les quelques musiciens qui connaissaient son nom. Personne ne sait vraiment où il est allé, ni ce qu'il a fait. Certains disent qu'il a voyagé seul dans le Delta, jouant pour quelques pièces dans les villages reculés. D'autres affirment qu'il a passé des nuits entières à pratiquer, dans des cimetières ou dans des bois isolés, comme pour se mesurer à des forces invisibles. Puis un jour, il revient. Robert Johnson réapparaît dans la région, mais il n'est plus le garçon maladroit d'avant. Sa guitare chante avec une virtuosité jamais entendue. Les notes glissent et sautent, les rythmes semblent impossibles à suivre, et sa voix porte une intensité sombre, comme si chaque mot avait été gravé par la douleur et le mystère. Ceux qui l'avaient connu avant sa disparition sont stupéfaits. C'est le même homme et pourtant, tout a changé. Son jeu devient légendaire et la légende s'installe. Comment un musicien a-t-il acquis un tel talent, et en si peu de temps ? Moi aussi j'ai mon petit talent, et je vais vous le faire entendre. Impressionnant, non ? Mesdemoiselles, la place est libre. Les rumeurs commencent à circuler. Certains affirment qu'il a été vu au croisement de routes désertes, un lieu que les habitants du Delta considèrent comme maudit. Là, à minuit, seul avec ses pensées, et la lueur argentée de la lune, il aurait joué des notes impossibles, que personne d'autre ne pouvait entendre. Des voix racontent qu'il aurait été initié par des forces invisibles, qu'il aurait fait un pacte avec quelque chose au-delà du monde, des vivants. Dans les tavernes, on parle à voix basse de son retour, comme d'une transformation surnaturelle, comme si l'ombre de la mort elle-même l'avait accompagné, et lui avait appris à dominer la guitare d'une manière que les simples mortels ne peuvent comprendre. Et c'est là que commence la légende. Son talent semble défier toute logique. En quelques mois, il devient l'un des meilleurs guitaristes du Delta Blues, un prodige sorti de nulle part. Les musiciens chevronnés qui l'écoutent n'en reviennent pas. Il joue seul, mais on jurait entendre de guitare, comme si une autre entité l'accompagnait. Robert, lui, reste impassible. Il est presque possédé. Sa musique devient un pont entre le réel et l'invisible.
Chaque performance est une expérience mystique. Les gens se taisent, hypnotisés. Ces chansons parlent de démons, de routes croisées, de chiens de l'enfer qu'ils poursuivent. Tout semble autobiographique, comme s'il confiait à demi-mot le secret de ce qui lui était arrivé pendant ces mois de disparition. Le plus troublant, c'est que personne ne pourra confirmer ce qui s'était passé durant ces quelques mois. Avait-il subi un entraînement de folie, ou est-ce qu'il avait réellement conclu un pacte avec le diable? Les gens y croyaient réellement. Et le silence qu'ils gardent sur cette période va nourrir le mythe. Et ce depuis presque 80 ans. Aujourd'hui encore, lorsqu'on écoute Crossroad Blues ou Hellhound on My Trail, on entend la trace de cette disparition. Un jeune homme mortellement marqué par la perte, revenu transformé, et dont la guitare raconte l'histoire d'un pacte dont le monde ne connaîtra jamais toute la vérité. C'est fou quand même, hein? Une vidéo sur les histoires vraies derrière American Horror Story, sans histoire horrible, sans meurtre, un record. Dans American Horror Story Double Feature, les vampires ne surgissent pas d'un cercueil poussiéreux, ils naissent d'un simple comprimé, d'une drogue qui promet le génie, mais qui consume l'âme et le corps. Une métaphore moderne, où la soif de réussite remplace la soif de sang. Mais derrière la fiction, il y a quelque chose de bien plus ancien, car bien avant Hollywood et ses créatures nocturnes, la Nouvelle-Angleterre a réellement connu la peur du vampire. Pas de crocs ni de capes dans ces histoires non plus. Mais des tombes profanées, des cœurs arrachés, et des familles persuadées que leur mort revenait pour leur ôter la vie. C'est la panique vampirique, un épisode oublié de l'histoire américaine, où la superstition s'est mêlée à la mort. Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, une étrange panique s'empare de la Nouvelle-Angleterre, une région pourtant considérée comme le berceau du puritanisme et de la raison. Dans les petits villages du Rhode Island, du Vermont ou du Connecticut, les habitants sont persuadés qu'un mal surnaturel ronge leur famille, celui des vampires. Tout commence avec une maladie bien réelle, la tuberculose. Lentement, elle faisait maigrir les malades, qui pâlissaient, toussaient du sang et semblaient se vider de leur énergie. Comme si quelque chose ou quelqu'un les dévorait de l'intérieur. Mais dans ces campagnes isolées, loin des grandes villes, et de la science moderne, on ne parle pas de microbes. On parle de morts qui reviennent pour aspirer l'énergie des vivants. Alors, quand une famille entière commence à dépérir, les soupçons se tournent vers ceux qui sont déjà morts. On exhume les corps, on inspecte les cadavres à la lueur des torches. Si un cœur semble contenir encore du sang, s'il paraît frais, c'est la preuve. Le défunt se nourrit des siens depuis sa tombe. Dans les croyances rurales de la Nouvelle-Angleterre, ce n'était pas l'image du vampire assoiffé de sang qui dominait, mais plutôt celle d'un esprit parasitaire, d'une force vitale qui subsiste après la mort et continue de se nourrir des vivants. Et les cadavres étaient exhumés, non pas pour nourrir une curiosité morbide, mais pour vérifier l'état du corps. On cherchait des signes de vampirisme. Un cadavre bien conservé, avec du cœur encore dans le sang, ou dans les poumons. Des ongles qui semblent avoir encore poussé, ou le teint de la peau encore un peu rosé. Des phénomènes que la science moderne peut expliquer maintenant. Mais à l'époque, ça semblait surnaturel. Bon, ça y est, ça va commencer à devenir dégueulasse cette vidéo. Si le corps semblait encore vivant, c'était la preuve. Le mort se relevait. Alors, pour protéger la communauté, on procédait à des rituels. Le cœur ou le foie du défunt était retiré et brûlé. Parfois, les cendres étaient mélangées à de l'eau ou du vin, puis étaient bues par les survivants, dans l'espoir d'annuler l'influence du vampire. Ce mélange étrange de foi, de peur et de désespoir montre à quel point ces croyances étaient profondément enracinées dans la vie quotidienne. Les habitants pratiquent alors des rituels macabres. On retire le cœur du mort supposé vampire, on le brûle, on le fait boire, dans l'espoir de rompre la malédiction. Ces traditions ne sont bien sûr pas nées en Amérique. Elles viennent des vieux folklores d'Europe de l'Est et même d'Angleterre, importés par les colons. Sauf qu'en Nouvelle-Angleterre, elles sont apportées dans un contexte rural, protestant et isolé. Les gens parlaient de revenants, des morts qui gardaient un lien surnaturel avec le monde des vivants. Et si vous souhaitez développer un petit peu plus le mythe du vampire, j'en ai fait une vidéo à part entière. Le lien est dans la description. Ce phénomène, qu'on appellera plus tard la panique vampirique de la Nouvelle-Angleterre, durera plus d'un siècle. Des dizaines d'exhumations sont recensées, parfois en secret, parfois avec la bénédiction du village tout entier. Nous avons quelques cas documentés d'affaires célèbres de vampires, notamment celle de Mercy Brown, considérée comme le dernier vampire de la Nouvelle-Angleterre. En 1892, dans le village paisible d'Exeter, une histoire tragique et glaçante
allait devenir l'un des derniers grands épisodes de cette panique vampirique. Son nom, Mercy Brown. À cette époque, Exeter était une petite communauté agricole isolée. Les hivers y sont rudes, la médecine rudimentaire, et les croyances populaires encore très fortes. Et dans toute la Nouvelle-Angleterre, une maladie fait des ravages, la tuberculose. La famille Brown n'échappe pas au drame. En 1883, Marie-Elisa, la mère, tombe malade et meurt rapidement. Peu après, l'aînée, Marie-Olive, succombe elle aussi. Le père, George Brown, reste seul avec son fils Edwin et sa fille Mercy, dans une maison marquée par la mort. Quelques années plus tard, Edwin à son tour développe les mêmes symptômes. Toux sanglante, perte de poids, fièvre persistante. Désespéré, George l'envoie se soigner dans le climat plus doux du Colorado. Mais rien n'y fait. Pendant ce temps, sa fille Mercy, âgée de 19 ans, tombe malade à son tour. En janvier 1892, elle meurt dans d'atroces souffrances. Son corps est conservé dans un caveau d'hiver, car la terre gelée empêche d'ouvrir une tombe. Mais au printemps, alors qu'Edwin revient au village, les habitants commencent à murmurer. Comment expliquer que les membres de la famille Brown s'éteignent les uns après les autres? Dans un contexte où la science médicale est très rudimentaire, la population cherche une cause surnaturelle. On évoque alors un mot chargé de peur, vampire. Et les rumeurs s'intensifient. On pense que l'un des membres décédés de la famille n'est pas vraiment mort, et qu'il se nourrit de l'énergie vitale des vivants. Sous la pression du voisinage, George Brown autorise une exhumation, pour mettre fin aux rumeurs. Le 17 mars 1892, un petit groupe d'hommes, accompagné d'un médecin local, se rend au cimetière d'Exeter. On exhume les corps de Marie-Elisa et de Marie-Olive. Il ne reste que des ossements. Puis on ouvre le cercueil de Mercy, resté dans le caveau froid de l'hiver. Et là, c'est la stupeur. Le corps de la jeune femme semble étrangement préservé. Son visage paraît intact, et surtout, du sang liquide est retrouvé dans son cœur et dans ses veines. Pour les habitants, c'est une preuve irréfutable. Mercy est le vampire de la famille Brown. Dans un mélange de peur et de superstition, on lui retire son cœur et son foie. On les brûle et on mélange les cendres à de l'eau. Et le mélange est administré à Edwin, le frère de Mercy, dans l'espoir de briser la malédiction. Mais le rituel échoue et Edwin meurt 2 mois plus tard. Et avec lui s'éteint la lignée des Brown. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit qu'il n'y avait rien d'horrible dans cette vidéo pour une fois? Je me suis trompé. L'affaire rapportée dans les journaux de l'époque choque une partie de l'Amérique. Certains y voient un vestige barbare d'un autre âge, d'autres d'une tragédie née de l'ignorance et du désespoir. Avec le recul, les médecins expliqueront que le corps de Mercy avait été naturellement conservé par le froid intense de l'hiver et que la présence de sang n'avait rien de surnaturel. Mais pour les habitants d'Exeter, cette explication venait trop tard. L'image de la jeune fille vampire était déjà gravée dans les mémoires. Aujourd'hui encore, la tombe de Mercy Brown, au cimetière baptiste de Chestnut Hill, attire des curieux du monde entier. Sa pierre tombale, simple et modeste, porte encore les marques du passage des visiteurs. Certains laissent des fleurs, d'autres des pièces de monnaie ou des symboles ésotériques. Et derrière cette histoire tragique se cache un symbole plus profond. La peur ancestrale de voir la mort franchir la frontière du monde des vivants. Finalement, entre les vampires de Red Tide et ceux des légendes de la Nouvelle-Angleterre, une même idée persiste, celle d'une peur profondément humaine. La peur de perdre son humanité, de voir la mort nous poursuivre ou de devenir ce que l'on redoute. Mais au fond, les monstres changent de visage sans jamais vraiment disparaître. Et peut-être que ce qui nous terrifie le plus n'est pas ce qui rôde dans l'ombre, mais c'est ce que l'homme est prêt à faire pour échapper à sa propre fin. Dans la vidéo précédente, on a plongé ensemble dans la première partie de American Horror Story Double Feature. On y explorait les récits paranormaux autour de vampires, de la créativité maudite et même de pactes avec le diable. Mais cette fois-ci, on change totalement de dimension. Dans cette seconde partie, Death Valley, on plonge dans des histoires d'ovnis, les enlèvements extraterrestres et les théories du complot. Celles qui, depuis des décennies, alimentent tous les fantasmes. Alors si aujourd'hui on explorait la seconde partie, des histoires vraies derrière American Horror Story Double Feature, ça vous intéresse? Dans American Horror Story Death Valley, les extraterrestres ne sont pas qu'un simple élément de décor, ils sont partout, tapis dans l'ombre de l'histoire américaine, manipulant le pouvoir, infiltrant les hautes sphères, et réécrivant même les grandes décisions politiques du XXe siècle. La série joue avec cette idée dérangeante, et si les présidents, les scientifiques, les militaires, n'avaient jamais vraiment eu le contrôle? Et si, depuis des décennies, une présence silencieuse avançait ses pions,
patiemment, froidement, utilisant l'humanité comme un vaste terrain d'expérimentation. Ces créatures à la technologie impossible, aux intentions floues, semblent orchestrer un deal inavouable entre leur civilisation et le gouvernement américain. Un pacte qui mêle événements, hybridation et secrets d'État si bien enfouis que même ceux qui croient tout savoir ne voient qu'une infime partie de la vérité. Et ce concept, cette idée d'une collaboration secrète entre les États-Unis et une intelligence venue d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Death Valley s'inspire directement de l'un des événements les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire ufologique, l'affaire Roswell. Le 26 juin 1947, Kenneth Arnold, pilote d'avion privé expérimenté, survole le mont Rainier, dans l'état de Washington. Il observe 9 objets lumineux, rapides et silencieux, se déplaçant à une vitesse incroyable. Incapable de les identifier, il les décrit ainsi, comme une soucoupe que l'on aurait fait ricocher dans l'eau, donnant naissance au terme Flying Saucer, soucoupe volante. Would say approximately is where I had this terrific flash hit the air. My aircraft lit up the inside of my aircraft, and I assumed, of course, at the time in a split second that it was probably a P-51 fighter that had dove over my nose, and it was the sun's reflecting upon his bright wing surfaces that caused it. However, before I gathered my wits together, I looked way off here to the north, and then when I saw where the flash came from, it was an echelon formation of very peculiar-looking aircraft. And they were rapidly approaching Mount Rainier, and it was at about this point when I got here I could see their tail surfaces, or the rear end of them, and the second craft from the rear had a more or less crescent-shaped look, and it had a hole in the center of it. And of course I kept mulling in my mind, that's the damnedest looking airplane I ever saw. Ce rapport est immédiatement relayé par les journaux et fait sensation. Pour la première fois, un pilote expérimenté crédibilise l'idée qu'il y a des objets volants non identifiés dans le ciel. Le 2 juillet 1947, un fermier nommé William Bratzel découvre sur son terrain, proche de la petite ville de Roswell, dans un comté de Lincoln, des débris métalliques. Il décrit avoir vu une grande zone de débris brillants, faite de tôle, de papier assez épais et de bâtons. Le 7 juillet, il amène ce matériel au shérif local, puis à la base aérienne proche de Roswell, qui déclenche une enquête. 2 militaires chapeautent le tout sur place, dont le major Jesse Marcel. Le 8 juillet 1947, la RAF publie un document déclarant qu'elle s'est emparée d'un objet en forme de soucoupe sur un ranch de la région de Roswell. Cette annonce est relayée par le quotidien local. There was so much of it. It was scattered over such a vast area. So we proceeded to pick up as much of the debris as we could, loaded in a wagon. We filled that up. It took us a good part of the day to do that, because there's such small fragments that we had to do a lot of picking. We found a piece of metal about a 1.5 to 2 feet wide and about 2 or 3 feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the thing about that got me is that you couldn't even bend it, you couldn't dead it. Even with a sledgehammer would bounce off of it. So I knew that I had never seen anything like that before. Visiblement, les aliens sont aussi doués pour piloter leur vaisseau que moi pour faire un créneau. Mais l'annonce fait rapidement marche arrière. Le lendemain, les autorités affirment que l'objet n'était qu'un ballon météo. Une séance photo est même organisée, montrant des militaires posant avec les restes du prétendu ballon météo, notamment le major Marcel. Un journal titre même « L'armée dément le disque volant de Roswell », alors que le monde bouillonne d'excitation. Pendant des décennies, la thèse officielle était que l'armée a retrouvé un ballon météo. À l'époque, il n'y avait pas spécialement d'amateurs de théorie du complot, et à cette époque, on faisait confiance à l'armée et au gouvernement. Et la folie va vite s'estomper. Et au fil des années, le monde semble avoir oublié le crash de Roswell. Mais certains s'en souviennent, et n'ont pas cru à ce volte-face de l'armée, qui prétend que ce crash était celui d'un ballon météo, et non plus celui d'une soucoupe volante. Des passionnés d'ufologie vont alors rechercher la vérité. Et quel meilleur moyen de trouver la vérité qu'en interrogeant quelqu'un qui était sur place. En février 1978, un chercheur en ufologie, Stanton Friedman, mène une interview avec le major de l'armée de l'air à la retraite, Jesse Marcel.
qui avait travaillé sur le terrain après l'incident de 47. Marcel affirme que l'explication officielle était un subterfuge, et que les matériaux qu'il avait récupérés étaient alors inconnus. Inconnus, ou bien d'ailleurs. Les langues commencent à se délier, et plusieurs anciens militaires confirment les dires de Marcel. Les objets montrés lors de la conférence de presse n'étaient pas les vrais. Il ne s'agissait pas d'un ballon météo. De plus, il est révélé que le périmètre du crash était plus important que déclaré à l'époque. Et encore plus fou, ce n'est pas seulement un vaisseau qui a été retrouvé, mais aussi des corps d'êtres inconnus, des corps d'extraterrestres. Il y aurait des témoignages solides de militaires ayant assisté à des autopsies. Il donne même l'emplacement précis dans lequel s'étaient retrouvés les corps, le hangar 18. L'affaire prend une telle proportion que l'armée est obligée d'intervenir, prouvant qu'à Roswell, il n'existe aucun hangar avec une telle terminologie. Mais le mal est fait. L'attention sur l'incident du Nouveau-Mexique est totalement relancée, à une période durant laquelle se développe l'ufologie et les croyances autour des ovnis. Cette affaire enterrée de Roswell est du pain béni pour bon nombre de croyants à la vie extraterrestre. Cependant, aucune preuve formelle ne prouve qu'il s'agissait véritablement de soucoupes volantes et d'extraterrestres. La seule chose qui était sûre, c'est que l'armée a tenté de cacher quelque chose. Puis dans les années 90, une vidéo refait surface. Elle est fournie par Ray Santilli, un producteur. Il explique avoir acheté ces images à un ancien caméraman militaire, rencontré lors d'un voyage aux États-Unis. Et ce alors qu'il cherchait des vidéos d'Elvis Presley. Et ces images sont un choc. La vidéo de l'autopsie d'un extraterrestre retrouvée sur le crash de Roswell. La vidéo montre une scène en noir et blanc, grainée, des médecins examinant un corps grisâtre aux grands yeux, aux traits non humains. La vidéo fait l'effet d'une bombe, et les théoriciens de la vie extraterrestre jubilent. Ils sont convaincus que la vidéo est une preuve qu'il y a bien eu des extraterrestres à Roswell. À sa diffusion, la vidéo suscite un mélange de fascination et de scepticisme. Certains ufologues et médias y voient une preuve possible de l'existence de vie extraterrestre. D'autres dénoncent une imposture grossière. Très rapidement, des éléments d'analyse pointeront des incohérences. Un décor qui semble fabriqué de toutes pièces, corps peu plausible, matériel de cinéma et effets visuels douteux. Alors, véritable autopsie ou canular ? Canular, évidemment. En 2006, Ray Santilli avoue que cette vidéo était en fait une reproduction de l'original. Il soutiendra néanmoins qu'il s'agissait d'une reconstitution d'une vidéo bien réelle, dont les images sont trop abîmées. Le sculpteur britannique John Humphrey, impliqué dans la production, expliquera que le corps de l'alien était une fabrication, un moulage en plâtre, rempli de cerveaux de mouton recouverts de gélatine, et divers entrailles de boucherie, utilisées comme organes extraterrestres. Le tournage avait eu lieu dans un appartement londonien, transformé en scène d'autopsie. La diffusion sur la Fox, et dans plus de 30 pays, relance fortement l'intérêt pour les ovnis, la dissimulation gouvernementale et la culture du complot. Le spectacle fantasmique, plus que la véracité, captive l'imaginaire. Bon alors, la vérité derrière Roswell, c'est quoi ? Les années ont passé. Pendant des décennies, l'incident de Roswell est resté enveloppé de mystères, alimenté par les récits, les témoignages tardifs et l'imagination collective. Finalement, dans les années 90, l'armée américaine a levé le voile sur la vérité. Les débris retrouvés en 1947 provenaient du projet Mogul, un programme top secret de ballons-sondes destiné à surveiller les essais nucléaires soviétiques. Les soi-disant corps extraterrestres étaient probablement des mannequins utilisés pour les tests. Et pourtant, malgré l'explication officielle, le mythe de Roswell a perduré. Il a échappé au contrôle des faits. Il est devenu plus grand, plus fascinant, voire même plus terrifiant que la réalité. Les histoires de rencontres extraterrestres, de vaisseaux spatiaux et de crash d'ovnis continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Même avec la vérité révélée, les sceptiques et les passionnés d'ovnis continueront de douter, persuadés que ce que nous savons n'est qu'une partie de l'histoire. Car certains mystères, une fois entrés dans la légende, ne meurent pas. Même si l'affaire Roswell a été officiellement résolue par l'armée, le mystère, lui, n'a jamais disparu. Car si l'objet tombé du ciel n'était qu'un ballon du projet Mogul, pourquoi tant de secrets ?
Pourquoi tant de dissimulation? Et surtout, pourquoi, plusieurs années plus tard, une base secrète allait devenir le nouveau symbole de la théorie du complot extraterrestre? La zone 51, perdue dans le désert du Nevada, a longtemps été un lieu dont on ignorait tout. Aucune carte officielle, aucun accès, aucun mot du gouvernement. C'est dans ces hangars interdits que beaucoup imaginent que l'armée américaine aurait stocké les débris de Roswell, voire même les corps des créatures retrouvées sur les lieux. La vérité, c'est que personne ne sait réellement ce qui s'y passe. Tests d'avions expérimentaux, technologie venue d'ailleurs, ou simple fantasme collectif né du besoin de croire qu'il existe encore des secrets plus grands que nous. Roswell a peut-être été expliqué, mais l'imaginaire, lui, ne s'explique pas. Et au fond, peut-être que l'humanité a besoin de mystère. Parce que, tant qu'il reste des zones d'ombre, on peut encore espérer qu'il y ait quelque chose là-haut. Même si Roswell a été expliqué par l'armée, les mystères de la zone 51 continuent de fasciner le grand public. Car au-delà des débris et des ballons, ce sont les secrets qu'on ne voit pas qui intriguent. Les expériences top secrètes, les technologies inconnues et surtout, ce qu'on pourrait nous cacher volontairement. Before you leave office, will you let us know if there's aliens? Because this is the only thing I really want to know. I want to know what's going on. Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I know it sounds almost ridiculous, but it's actually the real question I want to know. It sounds like a cute question, but it's actually, there are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify? No. You'll take it? Well, I'll have to think about that one, right? Well, C'est là que naissent les théories du complot. Des récits où le gouvernement, les scientifiques, et parfois même les célébrités seraient mêlés à des affaires extraterrestres, ou de manipulation gouvernementale. Parmi ces figures célèbres, une icône hollywoodienne revient souvent dans les spéculations. Marilyn Monroe. Dans American Horror Story, la série s'inspire de ces théories, en imaginant que Monroe aurait été éliminée parce qu'elle connaissait des secrets trop dangereux. Une version fictionnelle, certes, mais qui s'appuie directement sur les suspicions persistantes autour de sa disparition dans la vraie vie. Marilyn Monroe, née en 1926 sous le vrai nom de Norma Jean Mortenson, est devenue l'une des icônes les plus célèbres et fascinantes du XXe siècle. Actrice, mannequin et chanteuse, elle s'impose à Hollywood dans les années 50, avec des films comme Les hommes préfèrent les blondes, 7 ans de réflexion ou Certains l'aiment chaud. Avec son sourire, son rire, sa voix sensuelle et sa beauté captivante, elle incarne la star hollywoodienne parfaite. Mais aussi la blonde glamour et vulnérable, symbole des désirs et des fantasmes de toute une époque. Derrière cette image publique, Marilyn reste une femme fragile et complexe. Elle se bat contre l'anxiété, la dépression et des relations tumultueuses, tout en essayant de se libérer de ces rôles stéréotypés qui lui sont imposés. Dans les années 60, Monroe est une superstar, devenue une légende vivante. Objet d'admiration et de fascination, voire de fantasme, elle est un symbole de beauté, de célébrité, mais aussi de drame. Car derrière le glamour et le sourire éclatant, Monroe cachait une vie marquée par la fragilité et les épreuves. Elle souffrait de troubles anxieux, de dépression et de périodes de solitude intense. Les séjours en hôpitaux psychiatriques et en traitement médicamenteux témoignent de cette lutte constante contre ses démons intérieurs. Effectivement, ça allait pas fort, mais faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas cette chaîne YouTube pour apporter du bonheur aux gens. Abonnez-vous. Sa carrière, bien que couronnée de succès, la confrontait sans cesse à la pression d'Hollywood, ce qui accentuait son sentiment de vulnérabilité. C'est dans ce contexte qu'elle se rapproche de figures politiques puissantes, notamment John Kennedy, alors sénateur puis président, et son frère, Robert Kennedy. La presse et les biographes rapportent qu'elle aurait entretenu une liaison avec JFK, tandis que les rumeurs évoquent également des rencontres avec Robert. Une vie tumultueuse qui va prendre fin très soudainement, car son corps est retrouvé sans vie dans la nuit du 4 au 5 août 1962, alors qu'elle était âgée de seulement 36 ans. La nuit fatidique, Marilyn a été retrouvée dans son lit, nue, avec le téléphone à portée de main. Les constatations laissent penser à une overdose de barbiturique, et l'autopsie officielle conclut à un suicide probable. La salle de bain est intacte, aucune trace de lutte visible, et son corps montre des signes d'absorption massive de somnifères. La version officielle repose donc sur le fait que Marilyn, accablée par sa vie privée et ses tourments, aurait mis fin à ses jours. Mais dès le début, plusieurs éléments ont intrigué les enquêteurs et les chercheurs. Le délai étrange, avant que la police ne soit prévenue, l'absence de témoins directs, et la disparition de certains documents personnels,
notamment le journal intime de Marilyn, dans lequel elle consignait ses pensées très intimes et potentiellement compromettantes. Ces zones d'ombre ont immédiatement suscité des interrogations sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. La théorie du complot la plus célèbre implique les Kennedy. Marilyn aurait eu une liaison avec John Kennedy, alors président des États-Unis, et selon certaines rumeurs, des contacts rapprochés avec Robert Kennedy, son frère, et ministre de la Justice. Selon cette hypothèse, Marilyn aurait été au courant des secrets gouvernementaux sensibles. Scandales politiques, affaires financières et même informations classées top secret défense. Sa mort, dans cette perspective, ne serait pas un suicide, mais un assassinat orchestré pour l'empêcher de révéler ses informations. Les détails restent flous, mais certains biographes affirment que Marilyn menaçait d'exposer ses secrets au grand public, ce qui aurait pu mettre en danger la réputation et la carrière politique des Kennedy. D'autres théories avancent l'implication de la mafia, de la CIA ou du FBI. Dans ce scénario, elle est perçue comme un pion dans un jeu très vaste, dont le rôle principal aurait été de révéler des secrets qui auraient dû rester enfouis. Et l'administration américaine aurait envoyé un message très clair, pas de témoins gênants. Et certains passionnés de mystère vont encore plus loin dans les théories, en reliant la disparition de Marilyn à un programme top secret lié aux extraterrestres, ou aux ovnis, ou aux objets technologiques retrouvés sur Roswell. Les partisans de cette théorie veulent que Marilyn, très proche des Kennedy, aurait eu accès à des informations que le grand public n'était pas censé connaître. C'est crédible, hein? Il y a même des photos qui le prouvent. Dans cette version, Marilyn n'aurait pas été éliminée pour des raisons politiques classiques, mais parce qu'elle représentait un risque trop grand pour la sécurité nationale et le secret extraterrestre. Certains complotistes vont jusqu'à affirmer que le gouvernement aurait orchestré sa mort pour que personne ne découvre ce qu'elle savait sur ces technologies ou sur des contacts directs avec les extraterrestres. Au final, la mort de Marilyn Monroe reste entourée de mystères et de spéculations. La piste extraterrestre, bien que fascinante et digne des récits les plus fantastiques, relève avant tout de la fiction et du fantasme collectif. Mais si on en revient aux faits, ce qui semble le plus certain, c'est que la fragilité mentale de Marilyn, sa solitude et ses souffrances ont été les véritables forces qui l'ont poussée vers sa fin tragique. Au-delà des rumeurs et des complots, sa mort reste surtout la conséquence d'une existence marquée par la pression, la détresse et le poids d'une célébrité écrasante. Et si Marilyn Monroe reste l'une des figures les plus fascinantes, mêlées aux théories extraterrestres, elle n'est pas la seule icône américaine dont la disparition alimente encore le fantasme. Dans American Horror Story Death Valley, un autre visage apparaît brièvement, presque comme une ombre venue du passé, Amelia Earhart, une pionnière de l'aviation disparue en plein ciel en 1937. Amelia Mary Earhart naît le 24 juillet 1897 dans le Kansas. Après des études et diverses activités, elle découvre l'aviation en 1920. Son premier vol la marque profondément et elle décide de devenir pilote. Rapidement, elle fréquente les cercles d'aviation, prend des leçons et s'implique dans la promotion du vol pour les femmes. En 1928, elle participe comme passagère à la première traversée de l'Atlantique en avion, ce qui lui apporte une large notoriété publique. La presse la présente comme la première femme à traverser l'Atlantique. Ce vol fait d'elle une personne médiatique et une porte-parole pour les femmes dans l'aviation. Entre le 20 et le 21 mai 1932, Amelia Earhart réalise la première traversée de l'Atlantique en solo par une femme. Et après 15 heures de vol, elle se pose dans un champ. Ce vol non seulement confirme son audace, mais lui vaut des distinctions officielles. Ce vol la propulse parmi les grandes figures de l'aviation mondiale. Après 1932, elle multiplie les exploits et les records. Vol d'endurance, record féminin d'altitude et de distance, et apparition médiatique. Elle se lie avec des personnalités culturelles et politiques, milite pour la place des femmes dans la société, et publie des livres racontant ses voyages. En 1937, elle entreprend un ambitieux tour du monde en avion, avec le navigateur Fred Noonan. Après des étapes en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Australie, l'équipage repart de Nouvelle-Guinée le 2 juillet 1937 pour rejoindre l'île Hollande dans le Pacifique. Lors de cette étape finale, Earhart et Noonan perdent le contact avec la radio et les lieux de guidage et ne parviennent pas à localiser Hollande. Leur dernier message indique des problèmes de navigation et un carburant bas. L'avion ne parvient pas à atteindre Hollande et ne se pose dans aucun endroit connu. Earhart et Noonan sont portés disparus. Les États-Unis lancent la plus grande recherche aéronavale
menée jusqu'alors. La marine et la garde côtière dépêchent plusieurs navires et avions pour balayer l'immense zone du Pacifique autour de Hollande. Le rapport officiel de la recherche documente les missions de reconnaissance et l'absence de débris identifiables. À l'issue des recherches, la conclusion officielle, la plus largement acceptée par la marine, est que l'Electra, leur avion, a probablement améri et coulé quelque part en mer après l'épuisement du carburant. Ces rapports officiels restent la référence primaire pour la chronologie et les actions menées en 1937. Les théories se sont multipliées et plusieurs axes ont mené les débats. C'est les ovnis, les extraterrestres. Calme-toi. L'hypothèse est que l'avion a manqué l'île de Hollande de plusieurs kilomètres et que l'avion, manquant d'essence, a fini par couler en haute mer. Dès les années 40, des observations locales et un rapport britannique firent état d'objets trouvés sur Garner Island. Cordages, fragments d'épave et surtout, ossements découverts en 1940. Il y a eu de longues enquêtes sur cette piste. Fouilles archéologiques, recherche d'objets en aluminium compatibles avec un Electra et analyse médico-légale des mesures osseuses rapportées. Des analyses modernes ont estimé que les dimensions des os retrouvés en 1940 étaient statistiquement compatibles avec celles d'Amelia Earhart. L'hypothèse étant que Earhart et Noonan auraient survécu quelque temps avant de s'éteindre. Cette hypothèse reste débattue et n'est pas unanimement acceptée. Il n'existe toujours aucune preuve matérielle irréfutable qui permette de clore la question. Les rapports originels et la recherche de 1937 restent des documents fondamentaux. Puis il y a eu des indices un peu plus récents. En 2020, une image satellite a relancé les recherches. Elle montre ce qui pourrait être l'Electra, l'avion disparu. Cette structure immergée correspond à la taille, à la forme et à la position de l'Electra. Après analyse de plusieurs archives et images aériennes, les chercheurs se disent optimistes. Et une expédition censée analyser l'engin est prévue pour novembre 2025, date à laquelle je tourne cette vidéo. À l'heure où j'écris cette vidéo, donc, on n'a pas encore le résultat des recherches. Je vous invite donc à aller faire les recherches par vous-même, et à voir les mises à jour concernant l'expédition, et savoir si, enfin, nous avons résolu le mystère concernant Amelia Earhart. Au terme de cette partie Death Valley et de la saison entière, on réalise qu'American Horror Story s'est surtout amusé à réinterpréter, à sa manière, des récits déjà présents dans la culture américaine. Disparition, manipulation politique, théorie du complot, rumeurs autour de stars. La série ne prétend pas donner de réponse. Elle utilise simplement ces histoires comme matière première pour construire une fiction. Et c'est probablement ce qu'il faut retenir. Derrière les éléments les plus spectaculaires, il existe de vraies affaires. Souvent beaucoup plus simples, parfois inexpliquées, mais jamais aussi extrêmes que ce que nous montre la série. La série exagère, mélange, transforme, c'est son rôle. Mais à nous de faire la différence entre mythe, interprétation et réalité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire constructif, et je vous invite à vous abonner et à voir les autres vidéos de la chaîne. Je vous invite également à partager cette vidéo et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Pour plus de soutien, vous pouvez devenir membre de la chaîne. C'est un tout petit abonnement qui pourtant, moi, m'aide beaucoup. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me faire un petit don sur Tipeee, le lien est dans la description. Et sur ce, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.